Et je me rappelle, le jour de mes 10 ans, j'étais convaincue que mes parents avaient organisé le truc pour que Britney vienne me souhaiter mon anniversaire, tu vois. Oh mince, t'as été déçue, non? Bah ouais, de ouf. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Avant toute chose et avant de commencer, je tenais à vous souhaiter de la part de toute l'équipe d'RTS une très bonne année. Aujourd'hui, on va parler musique et cinéma avec une artiste complète. L'année dernière a été riche pour elle avec une victoire de la musique et un César. Rendez-vous avec Camélia Jordana. Salut Camélia. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir ici. J'aurais qu'on revienne un petit peu sur les 2 dernières années qui viennent de se passer. Alors cette interview va être divisée en 2 parties. Une première partie où on va parler beaucoup de l'année écoulée et une deuxième partie où on va revenir un petit peu sur ta carrière, sur tes 10 années de carrière finalement, ce que tu fais tes 10 ans de carrière l'année dernière. Sur les derniers mois, tu as quand même remporté un César, une victoire de la musique. Tout ça, ça s'est passé dans les mois qui viennent de passer. 10 ans de carrière, on vient de le dire. Quoi de prévu pour cette nouvelle année qui arrive là ? Plein de choses. Je travaille sur mon prochain album en ce moment. Déjà, ok. Ah bah ouais, mais même depuis un petit moment, je bouillonne parce que c'était pendant la tournée un peu particulier d'ailleurs de jouer des morceaux figurant sur un album qui était sorti un an avant, pardon. Et pendant que je travaillais sur d'autres chansons, c'est un peu schizo comme mood. Ouais, non, je travaille sur le prochain album et puis je serai au théâtre aussi pour Daniel San Pedro et pour Guillaume Vincent. Et c'est des projets qui me tiennent vachement à cœur, donc je suis hyper heureuse de ça. Je travaille aussi sur mon court-métrage, parce que j'ai eu la chance qu'on me propose de faire partie des Talents Cannes Adami, en fait, où, si tu veux, c'est un concept pour lequel on demande à 5 non-réalisateurs et réalisatrices de réaliser pour la première fois une fiction sous format de court-métrage, et c'est projeté à Cannes grâce à l'Adami et tout ça. Donc voilà, donc je travaille là-dessus aussi, c'est très excitant. Puis sur mon long métrage, et puis voilà, les tournées à venir, enfin il y a plein de chouettes choses. Sur ton long métrage en tant que réalisatrice ? Oui aussi, ouais. Ok. Voilà, donc plein de choses hyper excitantes. Ok. La tournée Lost vient de se terminer il y a quelques semaines. Finalement, c'était ta 3e tournée. Comment on se sent quand une aventure comme ça se termine ? C'est un peu particulier étant donné que cet album, comme je le disais aux Victoires justement que tu évoquais un peu plus tôt, c'est mon album le moins écouté et en même temps celui qui a été récompensé. Le paradoxe de la société. Ouais, de l'industrie surtout, ouais, et du coup, je sais pas, c'est assez étrange. En même temps, c'est un album pour lequel je me suis énormément battue, de manière à arriver au plus proche vraiment de ce que je voulais faire, et ça a été un processus assez douloureux en fait. Et en même temps, l'espèce de pseudo-consécration fait vachement de bien, mais je pense que ça reste pas si égalable que ça en fait, cette souffrance là, donc c'est la raison aussi pour laquelle pour le prochain album d'ailleurs je me laisse un peu plus tranquille, et le prochain album qui s'appelle Facile d'ailleurs sera fait de chansons qui auront été plus faciles à faire pour moi aussi, parce que ça a été tout un travail aussi pour moi de lâcher cette douleur là. Plus facile à créer, plus facile à écouter, plus facile à retenir, plus facile d'accès, je crois, parce que c'est vrai que mon dernier album Lost, c'est un petit trésor pour moi auquel je tiens. C'est quelque chose de très précieux pour moi cet album, parce que je l'ai fait jeune et que j'ai réussi malgré tout ce que ça m'a coûté, j'ai réussi artistiquement à arriver exactement là où je voulais. Et voilà, et le prix a été vraiment très cher. Et en même temps, voilà, c'est un album qui du coup a eu une très 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 courte vie. Donc voilà, le fait que la tournée soit terminée, en même temps, c'est un soulagement parce que je peux passer à la suite, et en même temps, forcément, il y a une tristesse parce que forcément, quand les conditions sont un peu rudes sur des projets, il y a une espèce de je sais pas comment dire, enfin vous voyez, quand vous êtes en galère avec des copains, les souvenirs sont plus grands, j'ai l'impression. Alors dans ton album, il y avait pas mal de sujets forts que tu as abordés, pour revenir un petit peu sur Lost, vu que c'est le dernier en date, et notamment tu rendais pas mal hommage aux femmes dans cet album, notamment avec la chanson Girl Like Me, c'est ça. J'ai vu une interview dans laquelle tu disais, on a beaucoup parlé
du sujet du féminisme, de tout ce qui s'est passé assez grave cette année, l'année d'avant aussi, notamment à travers Balance ton port et tout ça. J'ai vu une interview où tu disais que finalement, tu avais l'impression que tout ça, ça avait pas fait évoluer les choses en France. Bah regardez, aujourd'hui, à l'époque, on a eu... Il y a Emma Decaune, en française, qui a parlé pour l'affaire Weinstein, et aujourd'hui il y a Adèle Haenel qui parle, mais en France c'est quand même très léger, quoi, le mouvement MeToo, alors que ce sont des choses qui existent dans le cinéma comme dans la musique, en fait, et comme partout, comme à la poste, comme à la banque, comme dans n'importe quelle boîte, en fait. Pour la première fois, les hommes ont peur, ce qui est pas plaisant, mais assez intéressant quand même, sociétalement, j'entends. Maintenant, non, je pense qu'il y a des choses qui évoluent et que de toute façon, ma génération est beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante et grande et forte. Enfin voilà, je suis j'ai l'impression, ma génération et celle d'en dessous aussi d'ailleurs, beaucoup, encore plus, j'ai l'impression, sont encore plus libres et s'assument énormément en fait. Donc moi je suis assez confiante pour l'avenir. Ce qui est douloureux, c'est de supporter les clichés et la lourdeur des clichés des générations passées, parce qu'en plus dans les générations passées il y a des gens extraordinaires chez tous les genres d'ailleurs, mais en tout cas les clichés insupportables se trouvent plutôt dans la génération du dessus, ouais, j'ai l'impression. L'année dernière, tu as signé, tu as fait partie des signatures pour un manifeste qui s'appelait le Manifeste des femmes engagées des métiers de la musique. Alors on en a là aussi beaucoup parlé en ce qui concerne la société en général, de ces problèmes de misogynie, de sexisme. Mais c'est quoi les problèmes dans l'industrie musicale exactement ? C'est les mêmes partout. C'est les mêmes absolument partout. C'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui sont patronnes, par exemple. Il y a très peu de femmes qui sont chefs de rang. Les quelques femmes qu'il y a, moi, que j'ai vues dans les majors, ce sont plutôt des attachées de presse, des stagiaires, des assistantes. Il y a quelques chefs de projet. J'ai rencontré une chef. Ça fait 10 ans que je fréquente ce milieu et j'ai rencontré une chef de label indépendant et ça n'a pas duré. Alors il y en a peut-être d'autres que je connais pas, mais enfin, en tout cas pour les gros machins, bon. Ce sont principalement des hommes. Il y a quelques femmes chefs de projet, mais pareil, c'est assez rare. Et sinon, oui, ce sont des hommes. Oui, c'est vrai, non, mais t'as raison. Pour la majorité, vraiment, qui sont à pratiquement tous les postes et qui décident des vies des artistes, parce que ces gens-là ont les vies des artistes entre leurs mains. Et de la même manière, en musique comme ailleurs, moi, ma régisseuse, qui est brillante, qui est un bijou, qui est extrêmement compétente dans son domaine et qui est extrêmement jolie, n'est pas du tout accueillie de la même façon que si elle était un homme. Quand elle fait son travail et qu'elle gère mon équipe et qu'elle gère mes lives et qu'elle se retrouve sur des plateaux énormes à gérer des techniciens locaux qui doivent exécuter ses ordres à elle, c'est génial ce qu'on entend à chaque fois, pratiquement. Alors il y a quelques fois où on tombe sur des gens qu'on connaît et là c'est très chaleureux. Il y a quelques rares fois où on tombe sur des gens pour lesquels c'est pas un sujet, mais la plupart du temps on entend des trucs extraordinaires, quoi, vraiment. Et pas qu'elle, hein, même moi, hein, parfois. C'est pas parce qu'elle est régisseuse, c'est juste... en fait, à n'importe quel poste, on entend des folies, quoi. On entend vraiment des folies, on assiste à des scènes d'anthologie. Simplement, je sais pas trop, peut-être parce que, en effet, on était à un endroit de lumière où on se rendait pas compte qu'en fait, on pouvait en parler avant, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a du glamour à des endroits... de certains métiers que du coup ça n'existe pas en fait, au contraire. Ça existe encore plus. Oui. Peut-être. En tout cas, je voulais qu'on dise quelques mots là-dessus. Ouais. On va parler musique et on va parler ciné. Ça, c'est toi en fait, hein, les deux. Finalement, ciné, sur cette année passée, il y a eu 2 films qui ont beaucoup marqué, notamment le film Sœurs d'armes, que je n'ai pas vu. Je préfère être franc. Pour les gens qui l'ont pas vu comme moi, est-ce que tu peux nous faire un rapide petit résumé ? C'est dur. Sœurs d'armes, c'est un film d'action. C'est un film de divertissement qui est un film féministe dans lequel des femmes s'engagent dans une brigade internationale auprès des Kurdes, des combattantes kurdes, pour combattre Daesh au Kurdistan, à savoir un bout de l'Afghanistan, un bout de l'Irak, un bout de la Syrie. Et
voilà, et on part avec une jeune femme yézidi dont la famille se fait pratiquement décimer, elle devient esclave sexuelle, et en parallèle on suit ces femmes jusqu'à ce que leur chemin se rencontre dans un camp de réfugiés, et après elles avancent ensemble avec cette nouvelle recrue. C'est assez beau. Bientôt en DVD à voir. Ouais, j'espère. Bah oui. Curiosa, ça c'est l'autre film dont on a pas mal parlé cette année. Film de Lou Genet. Alors je l'ai pas vu non plus, mais les commentaires que j'ai lus autour de ce film, les extraits que j'ai vus, reviennent surtout sur la beauté esthétique de ce film. Tu peux nous en parler, notamment dans la façon de filmer le corps, c'est ça ? C'est la grande force de Lou Genet, qui est une femme délicieuse que j'aime énormément. C'est que, bon, Lou, elle a une très grande culture, c'est une femme très douce, très vivante, très libre, et c'est vrai que c'est sa grande force. Elle avait un chef opérateur aussi très bon, Simon, qui a fait une image magnifique, qui vient aussi, lui, de la photo, comme Lou, et c'est vrai que c'est un film qui retrace quand même les histoires de Pierre Louys, qui est un photographe du début du XXe siècle, qui, entre Paris et l'Algérie, photographiait des femmes nues et tenait même des carnets. En fait, ça devenait presque de la recherche. Il était complètement fou, et toutes les femmes qu'il photographiait, généralement avec lesquelles il avait des rapports, en fait, il les notait, il les prenait en photo, il notait des détails sur leur anatomie, la façon qu'il avait de leur rapport et tout ça, sexuel. Et c'est vrai que, étant donné que c'est quand même un film, c'est sur sa relation avec Marie de Régnier, qui était donc son amante. Elle était mariée au meilleur ami de Pierre Louys, Henri de Régnier. Et quand Pierre Louys revient d'Algérie avec Zora Ben Brahim, mon personnage, Marie devient donc son amante, et elle devient la maîtresse de Pierre Louys, et Pierre Louys devient son amant. Et en fait, elle prend sa liberté à travers sa sexualité, et elle découvre sa liberté aussi en étant prise en photo par cet homme. Et donc voilà, il y a un prisme, il y a le prisme de l'objectif en plus de son regard à lui sur elle, qui est très important dans le film. Et puis c'est quand même une époque au début du XXe siècle, donc Lou avait aussi beaucoup de références. C'est une femme qui connaît très très bien Paris, qui a une grande culture de l'histoire aussi, et qui du coup forcément a laissé un grand espace à l'esthétique de cette époque, et à la photo du film, ouais. On va revenir sur les 10 années de ta carrière. Tu les as fêtées l'an dernier ou pas, les 10 ans ? Officiellement, j'aimerais bien les fêter en 2020, parce que mon album est sorti en mars 2010. Ok, tu préfères dire que ta carrière commence avec l'album, finalement, qu'avec les premiers pas médiatiques Bah oui, parce que 2008-2009, c'était la Nouvelle Star, donc oui, c'était un peu mes études, moi, la Nouvelle Star. Ah, c'est bien de le voir comme ça. Je considère pas ça comme un début de carrière encore. Ok. Même si c'est suite à ça que ma carrière a pu commencer, mais oui, c'était mon master. Ok. Bon, c'était ma licence et mon master. Que tu as obtenu, avec les félicitations. On va revenir sur les débuts. Toi, tu as grandi dans le sud, à la Londe-les-Morts, à côté de Toulon. Oui. Tes grands-parents sont donc algériens. Oui. Ils sont arrivés... Et Kabyles. Et bon, toi, t'es né en France, bien évidemment. T'es né à la Londe-les-Morts, c'est ça ? Je suis à Toulon. Ouais, pas loin. C'est tes parents qui t'ont donné le goût pour l'art en général, pour la musique, pour la comédie ? Je pense que ça me vient de ma mère, l'amour de la musique et de l'art en général. Ma mère, quand j'étais petite, elle chantait du chant lyrique en amatrice à l'école de musique de hier. Et plutôt que de nous mettre avec une nanny ou une tante ou quoi, elle nous embarquait avec elle en fait à ses cours de chant avec ma sœur. Donc il y avait la table en U comme ça et les élèves au milieu, et nous on était sous les tables et puis on jouait, mais en fait son cours rentrait dans nos oreilles quoi qu'il arrive. Donc je pense que j'ai un peu appris à parler en même temps que j'ai appris à chanter quoi, du coup à ces cours-là. Et puis j'ai un souvenir de ma mère qui parle de musique et qui se met à pleurer et tout ça. Enfin l'art, c'est un truc assez important pour elle. Et voilà, après le jeu de la comédie, je sais pas, je pense que c'est une chose qui est venue depuis petite, peut-être un besoin d'attention ou un truc dans le genre que j'ai développé comme ça. On faisait des spectacles avec ma sœur et tout, c'était très ludique. On faisait des trucs, on faisait n'importe quoi. Et voilà, et du coup après j'ai fait du théâtre petite, toute jeune, et puis voilà, et quand la musique est devenue mon métier, j'ai dit à mon premier manager à l'époque, mais du coup moi je rêve d'être actrice, comment on fait pour jouer dans des films quoi. Il m'a dit il faut que
direct un agent de cinéma qui t'envoie des castings, et puis t'as des noms, et puis t'as des oui, et puis etc., etc. Ça part aussi simplement que ça? Ouais. Ok. Non, j'ai beaucoup de chance, j'ai une très bonne étoile. Avant ça, c'est vrai que t'étais une fan de Britney Spears. Ouais. Mais alors, fan. J'étais super fan de Britney. Je me rappelle pour mes 10 ans, je pensais que... pour mes 10 ans, je pensais que mes... Oh là. Non, tu sais, j'ai eu la chance quand j'étais petite que mes parents m'emmènent en vacances à Tahiti. Ok. C'était ouf. Et en fait, quand j'étais là-bas, tu sais, là-bas, il y a The Usine de Pepsi, en fait. Okay. Genre un truc énormissime. Et c'était l'époque où, justement, Britney avait une collab avec Pepsi. Donc, il y avait Britney Spears partout sur l'île et tout. Tu pensais qu'elle habitait là? Non, mieux, je pensais que c'était l'époque où tu avais des émissions où les stars venaient voir leurs fans et c'était filmé et tout. Et donc, en fait, on était passé à la Factory. Donc, moi, j'avais récupéré une Britney grandeur nature. Et tout, c'était n'importe quoi. Et genre, je suis rentrée à Paris. Enfin, pas du tout à Paris, pardon, dans le sud de la France. Je suis rentrée chez moi à l'époque. Et je me rappelle, le jour de mes 10 ans, j'étais convaincue que mes parents avaient organisé le truc pour que Britney vienne me souhaiter mon anniversaire, tu vois. Oh mince. T'as été déçue, non? Bah ouais, de ouf. Tu l'as jamais rencontrée depuis? Bah en même temps, j'ai une super Chanifi sublime pour mes 10 ans que j'ai adorée, et une petite Notre-Dame de Paris en Polly Pocket, parce que j'étais folle de Notre-Dame de Paris, là, le dessin animé. Donc j'avais eu quand même des super 10 ans et j'étais quand même hyper contente. Mais non, je l'ai jamais rencontrée depuis. Ok. Et tu continues à suivre ce qu'elle fait ou... Ouais, de loin, ouais. Ouais, de loin. Ok, t'as enlevé les posters. Ouais. T'aurais fait quoi si t'avais pas fait finalement du théâtre, du cinéma? T'avais d'autres projets à l'époque? T'avais un plan B au cas où? Ouais, à l'époque, je voulais être organisatrice de festivités à l'international. Parce que j'ai la chance d'être assez douée en langue et du coup, je voulais voyager. Ça, c'était mon projet dans la vie. Ok. Et sans me dire que moi, je pouvais être artiste, du coup, je me disais, mais quand même, j'ai très envie d'être dans la culture et au contact d'art et d'artistes. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, je fais un LEA, un master orga, gestion, prod ou je sais pas quoi. Et puis après, je pourrais voyager et bosser dans des festivals, accueillir des artistes et tout ça. Je trouvais ça cool. Ok. Ensuite, bon, il y a eu la Nouvelle Star. Ouais. On en parlait tout à l'heure un petit peu. La Nouvelle Star, on est en 2009. C'est la 7e édition de la Nouvelle Star. Tu finis en demi-finale de l'émission. Finalement... Aujourd'hui, je me rends compte que quand j'interviewe des gens qui sont passés par des télécrochets comme ça, je pense notamment à Olivier Ruiz, mais il y en a d'autres, ils aiment pas trop revenir sur ça. Toi, t'en gardes quel souvenir? Est-ce qu'aujourd'hui, ça te dérange qu'on t'en parle? Au contraire, tu disais tout à l'heure, finalement, t'as déjà répondu un peu tout à l'heure. Ouais. Tu disais, c'est l'école. Oui, non, moi, ça fait partie de mon parcours. C'est un peu comme mon bac ou mon... Je sais pas, c'est suite à ça que j'ai été validée par une industrie pour pouvoir y rentrer. Donc, non, et puis en plus, j'en ai des super souvenirs, quoi. C'était dingue. Moi, j'avais 16 ans. Moi, quand je chantais chez moi, on me demandait de me taire parce que je chantais tout le temps trop fort et tout. C'était l'enfer. Donc, j'arrivais là-bas, j'étais dans un hôtel avec 15 fous et puis qui voulaient que faire de la musique du matin au soir avec moi, comme moi. Et donc, c'était un peu comme si je rencontrais des gens qui parlaient la même langue que moi pour la première fois, quoi. Donc il y avait une grande libération, une grande liberté aussi, parce que j'avais 16 ans et je vivais plus chez mes parents du coup pendant 2 mois et demi à l'époque. C'est un moment pour lequel j'ai vachement de tendresse, je crois, de ma vie, et je crois que j'ai beaucoup de tendresse pour la jeune fille que j'ai été aussi à ce moment-là, parce qu'il y a un truc hyper assez fou, quoi, quand j'y pense maintenant, et en même temps assez beau, je trouve, comme ça, de l'inconscience, du désir parce qu'en plus, moi, je me disais pas du tout, il y avait aucune démarche professionnelle quand je l'ai fait, quoi. Je me suis dit, bon, bah, j'ai 16 ans, je regardais toutes les émissions tous les ans et je me disais, bah voilà, je vais y aller, je vais chanter, je vais voir Dédé Manoukian et puis je vais rentrer, passer mon bac, tu vois. J'étais en première, j'avais passé mon bac de français et tout. Il y a comme ça un grand désir, quoi. Un grand désir qui, du coup, me touche assez quand j'y pense, et puis une grande inconscience quand même aussi, parce que l'air de rien, c'est hyper dangereux de se retrouver dans la fosse au lion comme ça, avec les médias, avec tout le monde qui donne son avis. C'était le début des gros réseaux sociaux et tout, donc non, j'ai plutôt de l'affection pour ces moments. Un an après, il y a eu le premier album, enfin quelques mois après, presque un an après. Quel regard tu portes aujourd'hui sur, on se rappelle notamment du tube Non, 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 hein, qui était dans cet album. Quel regard tu portes avec le recul aujourd'hui sur cet album quand tu le réécoutes? J'aime pas tout. Mais il y a pas mal de choses que j'aime vraiment. Il
j'ai eu la chance de travailler avec des gens brillants, en fait. Vraiment. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires et ils m'ont cousu des chansons sur mesure pour ce que j'étais à cette époque et pour ce que j'avais à dire. Et je suis assez heureuse de ça, en fait. Ok. Non, je l'assume vraiment, mon premier album. Alors après, c'est des cycles. C'est excellent quand même. Sais, Merci. Non, mais il y a des choses moins, moins bonnes. Mais enfin, c'est quand même... voilà, je crois pas trop qu'il y ait trop de quoi rougir pour un album d'une jeune femme de 17 ans. Je trouve ça assez joli. Il y a des trucs assez gracieux avec les arrangements de Babix et tout. Il y a des chansons très jolies. Non, je l'aime beaucoup, moi, cet album. Tout à l'heure, tu racontais donc à cette même période environ, donc tu as un manager, tu demandes à ton manager comment on fait pour se retrouver au cinéma parce que tu as toujours cette passion dans un coin de ta tête. Finalement, l'un des premiers rôles, c'était à la télé, Les Mauvaises Têtes. Les Mauvaises Têtes, ouais. C'est ça, aux côtés de... En fait, ça, c'était mon premier rôle, mais avant, j'avais déjà eu une expérience au cinéma sur la stratégie de la poussette. D'accord, ok. C'était c'est un film de Clément Michel avec Raphaël Personnaz. Et, il a été tourné avant? Ouais, okay. C'est ma première expérience et mon premier plan, je me rappelle, c'était... Ah, les pauvres. C'était un truc juste technique à la con, enfin vraiment un truc... mais je sais pas, qui doit durer 4 secondes quoi, à l'image, 8 secondes max, tu vois, où juste on se croise dans les escaliers, je fais tomber les courses, j'ai un bébé, il m'aide, c'est un peu relou et machin, sauf que moi je m'étais jamais retrouvée sur un plateau et que j'avais même pas conscience de une place, la lumière, mettre quelqu'un dans le Schwartz, des trucs techniques en fait. Moi j'étais dans le jeu tout le temps à fond, tu vois. Et du coup on l'a refait 18 fois pour un truc où il y avait 0 jeu, tu vois. Genre. C'est les débuts. Ouais. On va s'arrêter sur Le Brio, le film pour lequel tu as été récompensé par le César. Un film qui, pour moi, est l'un des meilleurs films, réellement, du cinéma français sur ces 3 dernières années. Merci. Vraiment. Toi, aujourd'hui, au-delà de la récompense, au-delà de tout ça, je ne vais pas demander quel souvenir t'en gardes, mais quel regard tu gardes sur ce film avec le recul? Pareil, hein, moi j'ai une grande tendresse pour ce film. C'est le film sur lequel j'ai rencontré Yvan Attal, le réalisateur, qui est un frère pour moi. Il m'a tellement poussé. En plus sur ce film, il était dur avec moi. Mais il était dur parce qu'il m'aime. Ouais, il était dur parce qu'il m'aime et du coup il se permettait d'être dur avec moi comme... Il se serait pas permis. Je sais qu'il se serait pas permis d'être comme ça avec quelqu'un qu'il aimait pas autant. Je le sais, il est fou. Mais voilà, je l'aime très fort et voilà. Et il m'a offert ce cadeau, il m'a offert ce rôle, il m'a offert d'avoir mon premier rôle au cinéma face à Daniel Auteuil. Il m'a offert cette récompense aussi. Oui, c'est ton premier grand rôle. C'est mon premier rôle, ouais. Ouais. Oui, j'avais fait avant ça des premiers rôles féminins, mais c'était pas forcément les personnages. C'était pas forcément le personnage central. Là, Le Brio, c'est vraiment l'histoire de Neyla quand même qu'on suit avec ce professeur joué par Daniel Auteuil, Pierre Mazard. Mais oui, non, c'est un cadeau dingue quoi qui m'a fait Yvan. Et Daniel Auteuil. Quel souvenir tu gardes de cette Daniel, c'est un bonbon, c'est un amour. Mais non, mais c'est un amour, il est calme, il est travailleur, il est bienveillant. Et puis tu sais, il est assez discret, il est pas du tout démonstratif dans... Tu vois, si t'aimes bien, si t'es ouvert, t'as moyen de choper l'information, tu vois, mais c'est assez subtil en fait, c'est des trucs très... c'est genre, t'es validé, mais c'est fait de manière très délicate, très discrète, quoi, donc j'aime bien ça me touche, les gens comme ça. Et puis il était très travailleur, et c'était génial de voir Daniel Auteuil travailler, quoi. C'était quoi les points communs avec ce rôle, avec Neyla, te concernant? Les points communs avec Neyla... Parce que finalement, t'as pas grandi en cité. Tu viens pas de ce monde-là? Non, on est hyper différentes, elle et moi. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir au moment de la sortie du film qu'il y a plein de gens, plein de médias quoi, qui disaient mais alors du coup, vous qui avez grandi en cité, en banlieue, je disais bah non. non, moi j'ai eu vachement de chance. J'ai grandi dans une maison dans le sud de la France. Ça peut être une chance de grandir en cité aussi, hein, mais... Ça peut être une chance de grandir en cité aussi, mais c'est dur aussi de grandir en cité, je crois. Donc quand t'as le choix, je crois, quand tu grandis, enfin si t'as le choix entre grandir en cité et grandir dans une maison dans le sud de la France, je pense que
le choix est vite fait. Je sais pas parce que j'ai pas grandi en cité, mais ça apporte des choses. Là, je parle en connaissance de cause en fait. Oui, ça apporte des choses. Oui, bien sûr, ça apporte des choses et ça fait que je pense que Enfin, moi, je suis convaincue que la majorité des pierres précieuses de notre société est faite de gens qui ont grandi pas forcément dans le confort et dans le luxe et ou sans même parler de luxe, juste dans le confort en fait. Le fait d'être dans quelque chose d'inconfortable fait que de toute façon tu auras toujours plus la dalle que les autres et que du coup tu te donneras plus les moyens d'aller plus loin que les autres. Exactement, je crois. Donc c'est à cet endroit-là qu'en effet il y a une chance, je pense. Mais bref, en tout cas non. Moi j'ai pas grandi en cité, j'ai pas grandi en banlieue et moi j'ai un père, ce qui est pas le cas de Neyla dans le film. Elle a pas de père, elle a pas de finalement très loin du personnage. Ouais, après non, on a quand même des traits de caractère similaires, mais en tout cas on n'a pas la même origine sociale, quoi. Mais ça t'a valu un César. Ouais. Et ce César aujourd'hui, est-ce que finalement il est le plus important ou de l'histoire de ce qui s'est par rapport à ce tournage? Est-ce que c'est ça que tu retiens le plus, ou est-ce que est-ce que c'est la consécration d'obtenir un César quand on joue, ou est-ce que finalement au-delà de ça c'est la qualité? C'est une consécration. Okay. Je pense qu'un César c'est une consécration, que tous les acteurs et actrices c'est un rêve qu'on assume ou qu'on n'assume pas. Il y a peut-être des gens qui s'en foutent complètement, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on peut très bien avoir des castings avec un César qu'on aurait très bien pu avoir sans un César, etc. Mais c'est vrai que moi, en tout cas me concernant, le César, c'est clair que c'est une consécration, que c'est un cadeau dingue que m'a fait cette industrie et que ça m'a vachement touchée, parce qu'en plus c'est un César du meilleur espoir, donc symboliquement c'est un truc, c'est une vraie belle chose, quoi, qu'on vient nous déposer comme ça sur les épaules, et voilà, c'est très beau. En même temps, ça permet aussi, moi ça m'a aidé du coup à me lâcher un peu la grappe sur les plateaux, et plutôt que de prendre des semaines à me poser la question à voir si je suis légitime ou pas, de simplement aller directement vers le travail en fait. Parce qu'avant j'avais toujours ce truc d'être la fille qui venait de la musique et où du coup de mois à mois je me sentais pas forcément légitime sur un plateau, et donc je m'autorisais pas forcément à dire tout ce que je pensais, si j'avais besoin de le partager en tout cas. Et là, beaucoup plus, quoi, ne serait-ce que pour la silhouette d'un personnage, sa façon de s'exprimer, des endroits du scénario où je vais avoir mon avis. En tout cas, je vais me permettre de le partager et d'échanger avec les personnes concernées plus en confiance, quoi. En me disant, de toute façon, ce que je fais, c'est dans le but de bonifier le résultat, ouais. Voilà, le résultat, et c'est un projet qu'on fait tous en commun et on a tous cette démarche là, donc je peux m'autoriser à l'avoir moi aussi. Et du coup, suite au tournage d'Ivan, c'est vrai qu'on m'a proposé plein de projets assez beaux d'ailleurs, des beaux premiers rôles et tout, mais qui étaient la plupart du temps plutôt des femmes arabes, et en plus c'était une période assez dure, c'était post-attentat et tout, donc c'était des choses, il y avait des scénarios magnifiques, mais c'était des histoires très très lourdes, quoi. Et il y avait un quotidien qui faisait qu'en plus moi j'avais pas forcément envie d'aller vers ça, vu que voilà, moi j'étais à Paris, je passais tous les jours pour travailler devant le Bataclan, il y avait Nuit debout, on parlait d'échanges de nationalité, enfin il y avait un truc comme ça qui tournait en rond, où j'avais besoin de me sortir de ça justement dans mon travail, de mettre un peu de lumière surtout. À partir du César, c'est vrai que j'ai commencé à recevoir plus de propositions de rôles de femmes tout court, en fait, et pas forcément de rôles de femmes arabes. Et ça aussi, c'est un cadeau de dingue, quoi, du coup. En ce moment, je joue Daphné pour Emmanuel Mouret. Et j'ai joué une Julia, j'ai joué... je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai joué une Maya, là, c'est des femmes que je pouvais pas jouer avant, parce qu'on pensait pas du tout à moi, ne serait-ce que même pour me voir en casting, quoi. Après j'avais aussi des super rôles quand j'ai fait Kenza, Neyla et tout, mais toujours autour de cette femme ça faisait partie de son identité, quoi, le fait qu'elle soit arabe, c'était pas juste une femme et dont on racontait l'histoire. Et il y a des histoires magnifiques à raconter de femmes arabes. C'est un peu dommage qu'il faille y avoir un César pour que l'industrie du cinéma nous propose des rôles qui sortent un peu de la case. Oui, je suis d'accord, mais après je pense que ça évolue du coup. Ça, c'est plutôt encourageant. Ça montre que déjà ça évolue. Moi, mes amies comédiennes arabes beaucoup plus vieilles que moi,
elles avaient juste pas de rôle en fait. Oui, déjà, oui, c'est clair. Elles avaient juste pas de rôle, parce qu'il n'y avait pas de rôle de femme arabe en fait, du tout. Entre elles et moi, il y a eu les femmes arabes, et maintenant il y a les femmes arabes qui jouent juste des femmes. Donc déjà, ça avance quand même, l'air de rien. Mais il y a encore plein de progrès à faire, mais ça avance quand même. Ça va être un peu difficile là ce que je vais te demander, mais c'est pas vraiment de comparer, mais la victoire de la musique et le César, mine de rien. Est-ce que la victoire de la musique, étant donné que c'est un travail plus personnel, parce que là pour le coup, enfin je pense, est-ce que toi tu le vois comme une récompense plus personnelle en tout cas? Vraiment, l'album il a été dur à faire quoi. Dur, vraiment. 4 ans de travail, c'est ça? 4 ans de travail et 4 ans de combat quoi, vraiment. Ça a été dur quoi, vraiment. Okay. Et c'est comme ça pour tous les artistes en plus, hein, parce que pas tout le monde le dit, mais en fait c'est dur pour tous les artistes. Il n'y a pas d'artistes qui ne se battent pas pour avoir ce qu'ils ont et pour faire ce qu'ils font. Même quand ils cartonnent, c'est des combats en fait, quoi qu'il arrive. Et quand en plus on fait de la musique qui n'est pas populaire, c'est encore pire, vraiment. Donc ça a été 4 ans vraiment douloureux, 4 années vraiment douloureuses, mais en même temps, c'est vrai que cette victoire, elle était super bienvenue, quoi. Bah, du coup, c'est ce que j'allais dire, voilà. Parce que finalement, voilà, ça a été un petit cadeau, quoi. Genre, voilà, tiens, meuf, tu t'es pas battue vraiment pour rien, quoi. Même s'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont écouté ton album, même si tes salles de concert, il n'y a pas tant de gens que ça, parce que les salles sont plus petites que ce que tu aurais aimé. Bah, il n'empêche qu'il y a quand même des gens et qu'il y a quand même une industrie qui a salué ce travail. Et il y a quand même des gens qui ont écouté l'album, et il y a quand même des gens qui viennent au concert. Donc voilà, simplement c'est une économie plus réduite. Et donc c'est un public plus réduit forcément. Mais non, cette victoire, elle était très très bienvenue vu ce que cet album m'a coûté. On change complètement de sujet, je voudrais qu'on regarde un petit extrait et tu vas me dire après pourquoi je te montre ça. Ok. Salut les garçons. T'es qui toi? Moi c'est Gwen Stacy. Je viens d'une autre dimension. Mais il y en a combien des Spider-Héros? Pourquoi on a regardé ces images? Parce que je suis Spider-Gwen. T'as kiffé cet exercice de la voix? Ouais, j'adore ça. C'est un rêve de gosse, ça aussi, vraiment. Ok. C'est un vrai rêve de gosse pour moi de faire des voix de dessins animés. Et ouais, j'ai adoré. Après, c'est toujours un peu frustrant parce que on fait rarement les voix en même temps. Tu sais, avec les autres comédiens, généralement, ouais, chacun fait selon les plannings des uns des autres et chacun fait ça de son côté. Mais j'adore ça. C'est trop ludique. En plus, c'est hyper chouette parce que tu peux faire des choses que tu ferais jamais sur un plateau si on voit ta tête, tu vois. Parce que comme il n'y a pas ta tête, tout doit passer à travers la voix. Donc, si Spider-Gwen elle est contente, elle va faire c'est super. Mais si tu fais ça sur un plateau, t'es viré, tu vois. Genre. Enfin, ou juste t'as pas le rôle, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, c'est assez drôle, tu vois, de te dire, ok, comment est-ce que je tire tout, comment est-ce que j'exagère tout, comment est-ce que je grossis le trait de tout. Et en même temps, jusqu'où je peux aller et que ça marche et que ce soit pas too much non plus. Mais là, c'était pour une humaine un peu upgradée, mais je serais curieuse de le faire pour une non-humaine aussi, quoi. On a parlé ciné, on a parlé musique, on a parlé doublage de voix. Et en tout début d'interview, tu m'as parlé théâtre, parce que finalement, t'as peu vu quand même finalement au théâtre. Ouais. On peut y revenir rapidement? Oui. C'est un projet nouveau en fait. Celui de Daniel San Pedro, oui, en fait, c'est un metteur en scène et un comédien super que j'aime vraiment très fort. Et il a déjà fait 2 pièces sur le travail de Lorca. Et là, il finit pour faire une espèce de triptyque comme ça, avec un dernier projet sur Lorca, avec un casting de femmes que j'adore, dont Audrey Bonnet, dont Estelle Meyer, dont Zita Enro et d'autres femmes extraordinaires. Et on va toutes jouer et chanter. Donc ce sera en espagnol et en français. Okay. La créa se fait à Bayonne et puis après ça on sera au Bouffe du Nord à Paris, puis en tournée. Quand à peu près? Entre février et le printemps, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a une autre pièce aussi avec un autre ami que j'aime énormément, qui s'appelle Guillaume Vincent, qui est un super metteur en scène avec lequel j'ai déjà travaillé au Bouffe du Nord aussi. Qui est une pièce en fait qu'il avait déjà qu'il a complètement créée, écrite et tout, et qu'il avait faite pour Émilie Incerti Formantini, qui est une de mes comédiennes aussi préférées, et Vincent de Dienne. Ok. Et en fait, pour la tournée, il est question que je récupère le projet que Vincent de Dienne quitte. Et en fait, comme Vincent a appris que j'étais dans la tournée, finalement, il essaie de se débrouiller pour quand même se regreffer.
au projet, donc il va y avoir beaucoup de réécriture, mais voilà, ça c'est très ludique, et puis je pense que Guillaume sera avec nous sur scène, ce que j'ai encore jamais fait avec lui aussi, donc ça m'excite beaucoup. On suit tout ça sur internet, on aura les dates et on sera retrouver au théâtre. Si vous n'avez pas vu le début de l'interview, vous pouvez y retourner. En début d'interview, tu nous as parlé de tes projets de réalisatrice aussi qui arrivent, que ce soit à travers un long métrage ou des courts métrages. Tout ça aussi, on va en apprendre plus cette année, une année chargée du coup qui t'attend. On va finir cette interview avec les 3 questions que j'adore poser à mes invités, qui ne sont pas forcément évidentes. Ouais. La première, comment tu pourrais te décrire toi en tant qu'artiste dans sa globalité ? Je sais pas, je suis chanteuse, comédienne, compositrice, auteure, productrice, réalisatrice. Et voilà, je suis une femme assez engagée dans mon travail, je crois. Et je pense que mon engagement politique citoyenne peut se sentir dans mes choix artistiques. Au-delà de l'artistique, la politique, c'est un truc qui te dirait un jour ? Ça dépend dans quelle mesure, enfin je sais pas. Ça dépend de quoi il s'agit. D'un vrai projet, d'une vraie... je sais pas, t'investir réellement en politique pour défendre, pour te présenter, pour... Non, ça peut être à la culture, hein. Non, je pense pas. Non. En fait, la politique, quand on en parle aujourd'hui, a vraiment perdu dans le langage commun ses titres de noblesse. Mais en fait, la politique, moi, je trouve ça très noble. C'est pour ça que je trouve ça assez dommage que beaucoup de gens fassent le choix d'être... en tout cas, ne fassent pas forcément le choix d'être dépolitisés, mais en tout cas, ne fassent pas forcément cette démarche-là, parce qu'il n'y a aucun endroit dans leur vie où on leur dit mais en fait regarde là comme c'est important pour ta vie et pour ton monde et pour tes gosses et pour toi, et parce que c'est tellement précieux en fait, la politique c'est nos vies en fait, et voilà, du coup ouais, la politique je trouve ça très important, mais je pense pas que ça m'amuserait de le faire ouais, je pense que ça m'amuserait, ça me plairait énormément d'échanger avec des gens qui font ce métier-là, mais non, l'art, ça me va très bien. Du coup, tu t'es présentée en tant qu'artiste. Comment tu te présenterais maintenant pour quelqu'un qui ne te connaît pas en tant que femme ? En tant que femme, je sais pas, je pense que je suis une femme plutôt moderne, qui essaye d'être libre et qui me... Je crois que j'essaie de me dresser contre les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et contre les choses avec lesquelles je ne veux pas que mes filles... plus tard et à dealer. Je suis une femme engagée, donc je suis une femme généreuse, je suis une femme très vivante, je suis une femme impatiente, je suis une femme très exigeante, et voilà. C'est complet. Je sais pas. Et pour finir, mais c'est très bien. Pour finir, si tu avais l'occasion, alors c'est encore un peu compliqué, si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi-même quand tu étais petite, maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, admettons, t'es quelques secondes, qu'est-ce que tu te dirais ? Serre les dents, ça va le faire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là ? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique ? Typique de quoi, exactement ? C'est du racisme, vous n'avez pas le droit.